Il existe 3 façons très courantes de s'entraîner pour réussir une figure. La première, c'est d'attendre d'être suffisamment fort avant de commencer à la travailler. La deuxième, c'est de répéter la figure et ses progressions en espérant que la force viendra toute seule. Et la troisième, c'est de suivre une progression universelle trouvée sur internet, Tuck, Advanced Tuck, One Leg Straddle, puis figure. Ces 3 approches peuvent fonctionner, mais elles peuvent aussi te faire perdre plusieurs années, parce qu'elles supposent ce dont tu as besoin avant même d'avoir observé ce qui va te bloquer. Tu peux donc devenir très fort en traction sans réussir un muscle-up. Tu peux répéter ton front lever 3 fois par semaine sans développer suffisamment de force pour le tenir. Et tu peux rester bloqué pendant des mois sur une progression qui n'est pas simplement adaptée à ton profil. Le problème n'est pas nécessairement ton niveau, ton âge, ta génétique. Le problème, c'est que l'entraînement ne relie peut-être pas correctement les deux qualités indispensables à une figure, la force et le contrôle. Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode que j'utilise avec mes athlètes pour identifier leurs véritables facteurs limitants, développer leur figure et leur force en parallèle, puis organiser tout cela dans un plan compatible avec leur vie. Et reste bien jusqu'à la 5e étape parce que tu peux avoir les bons exercices et un excellent programme sur le papier et quand même stagner si tu oublies ce dernier élément. On va commencer par définir précisément ce que sont la force et le contrôle dans une figure. Je vais te montrer ensuite les deux piliers sur lesquels repose toute la méthode, la structure et l'hybridation, puis on parcourra les 5 étapes qui permettent de l'appliquer à ton propre profil. La lecture, les 2 axes, le plan, l'ordre des figures et enfin le calibrage. Et à chaque étape, je te montrerai comment nous l'avons appliqué avec de vrais pratiquants, avec des niveaux, des âges et des contraintes différentes. À la fin, tu ne disposeras pas simplement d'une liste d'exercices, tu comprendras comment réfléchir pour construire une progression adaptée à tes objectifs et à ta vraie vie. Pourquoi m'écouter? Si tu ne me connais pas, moi c'est Alexandre, je pratique la calisthénie et le streetlifting depuis plus de 12 ans et j'accompagne des pratiquants en ligne depuis environ 6 ans. Et si j'ai construit cette méthode, ce n'est pas parce que j'ai immédiatement trouvé la meilleure façon de m'entraîner, c'est justement parce que j'ai longtemps fait l'inverse. J'ai essayé des méthodes différentes, changé régulièrement de structure et parfois travaillé davantage sans comprendre pourquoi certaines performances progressaient alors que d'autres stagnaient. Avec le temps, j'ai compris qu'on oppose beaucoup trop les pratiques. D'un côté, certains te disent que tu dois d'abord devenir fort sur les mouvements de base. De l'autre, certains pensent que le lesté ou la musculation vont te ralentir et qu'il suffit uniquement de pratiquer les figures et de les spammer en boucle. Mais sur moi, comme sur mes athlètes, j'ai observé autre chose. Quand je suis très fort en front lever, ma traction lestée est souvent excellente et la musculation est intéressante. Et lorsque ma traction progresse, le potentiel sur le front lever augmente également. Il existe donc un réel transfert dans les deux directions. Mais ce transfert n'est ni total ni automatique. Tout l'enjeu de la méthode consiste à organiser ce transfert et de simplement l'espérer. Ce qu'est réellement la méthode force et contrôle. La méthode force et contrôle, c'est simple. Pour atteindre une figure, il te faut 2 choses. De la coordination et de la force. On parle de contrôle parce qu'une figure te demande de maîtriser ton corps dans l'espace, tu dois comprendre où se trouvent tes épaules, ton bassin, tes jambes, ton centre de gravité, quelles activations tu réalises, mais le contrôle ne s'arrête pas au fait de ne pas tomber. Tu dois contrôler ton mouvement, pouvoir l'exécuter correctement, le reproduire et progressivement l'embellir. Tu dois également contrôler ton entraînement en lui donnant une structure claire. Et enfin, essayer de contrôler les paramètres qui peuvent réellement l'être. Ta récupération, ton sommeil, ton organisation, la quantité de fatigue que tu accumules. Ensuite, il y a la force. On présente souvent la planche, le front lever, le handstand ou le muscle-up comme des skills. C'est vrai, il existe une composante technique et coordinative, mais dans la majorité des cas, la force reste le maillon faible. Sans une force suffisante, tu ne peux pas maintenir ta position, tu ne peux pas accéder à la progression suivante ou contrôler réellement la figure. Cette force possède 2 dimensions. La force spécifique produite dans les angles et activations propres à la figure et la force plus générale développée avec les tractions, le développé militaire, le lesté, 2 exercices et renforcement musculaire. Tu peux tirer ton 100 kg en traction, la probabilité que tu aies le potentiel physique pour réaliser un front lever devient très élevée. Cela ne veut pas dire que la traction t'enseignera automatiquement l'alignement, les activations du front lever, mais elle va construire une partie du moteur nécessaire. La méthode ne cherche pas donc à choisir entre coordination et force, elle cherche à comprendre quelle quantité de chacune tu dois développer, puis comment les faire progresser ensemble. La force construite au potentiel, le contrôle te permet de l'exprimer. Mais si la solution consiste à développer les deux, pourquoi ne pas simplement ajouter un peu de figure, un peu de lesté et quelques renforcements? Parce que combiner des exercices n'est pas encore une méthode. Sans les 2 piliers suivants, tu obtiens surtout plus de fatigue. Les 2 piliers de la méthode, la structure. Avoir une structure signifie savoir quels exercices sélectionner, comment les exécuter, dans quel ordre les placer, quelle quantité de travail réaliser, à quelle intensité, comment faire progresser ce travail et quand l'ajuster. Beaucoup de pratiquants possèdent déjà suffisamment d'exercices, donc on peut en trouver partout. Le problème n'est donc pas le manque d'informations, le problème c'est qu'ils ne savent pas quelles informations appliquer à leur situation. Ils voient une progression de front lever sur Instagram, puis un exercice pour renforcer leurs bras tendus, puis une nouvelle méthode de traction. Chaque contenu peut être intéressant individuellement, mais lorsque tu empiles de tout, tu ne construis pas nécessairement un système cohérent.
Tu construis une collection d'exercices. La structure transforme donc une intention vague, je veux réussir le front lever, en un processus mesurable. Elle définit ce qui est prioritaire, ce qui est complémentaire et ce qui ne mérite pas encore de prendre la place. C'est une boîte à outils. Un bon programme n'est pas seulement celui qui contient le plus de choses, c'est celui où chaque exercice justifie sa place. L'hybridation consiste à combiner 3 types de travail: la figure, la force et le renforcement. Renforcement ciblé, utile à la tâche. Jamais un seul axe isolé. La figure développe la coordination, les activations et la force produite dans les angles spécifiques. Le travail de force développe un potentiel mesurable grâce à des mouvements que tu peux charger. Et les renforcements ciblés développent une qualité trop faible ou difficile à solliciter suffisamment avec la figure seule. La traction lestée, les haltères ou une machine ne sont pas une trahison de la calisthénie. Ce sont des outils. La seule question utile, est-ce que cet outil répond à un besoin réellement identifié? La force et la figure peuvent monter ensemble. Tu n'es pas obligé de pratiquer exclusivement des figures. Et tu n'as pas besoin d'adopter un standard universel. 2 personnes visant la même figure peuvent avoir besoin de programmations complètement différentes. Nicolas, lorsqu'il a commencé, il était déjà plus ou moins fort, il réalisait quelques tractions lestées avec 30 kg. Pourtant, il ne possédait pas encore de muscle-up propre, il pensait devoir continuer le street lifting, devenir encore plus fort, puis commencer sérieusement les figures. Mais son problème n'était pas simplement la quantité de force disponible, cette force devait être orientée vers les contraintes de ses figures. Nous avons donc arrêté de traiter le street lifting et les skills comme 2 périodes complètement séparées. Après 2 ans de travail, Nicolas avait obtenu son muscle-up, son front lever, son advanced tuck planche, alors qu'au début il n'osait même pas travailler son front lever. En parallèle, sa traction est montée à plus de 50 kg, son dips à 75 et son squat à 140 kg. Je pense aussi à Kevin qui, en parallèle de développer sa force, est passé d'une Advanced Front Lever bas de forme, un Muscle Up no rep, une HSPU bas de forme no rep inconstante également, à la figure finale, donc la HSPU Full ROM, un Front Lever complet, un Muscle Up clean, tout en augmentant ses perfs, en passant de 30 kg en traction à 45 et en réalisant un dips de 50 à 75 kg en entraînant des jambes. Avant même d'analyser ta tentative, tu dois préciser ce que tu cherches à obtenir. Pas simplement je veux être meilleur en front lever, mais un objectif observable. Par exemple, réussir un front lever pendant 10 secondes, réussir 3 front lever press ou un muscle up strict sans élan. Cet objectif de résultat donne une direction à la lecture. Il détermine la performance que tu dois filmer, les critères que tu vas observer et les tests qui peuvent réellement t'aider. Sans objectif précis, tu peux identifier une faiblesse réelle, mais qui n'est pas prioritaire pour la performance que tu veux construire. La lecture consiste donc à observer ta tentative pour identifier ton niveau précis, pour identifier précisément ce qui te permet d'atteindre ou de contrôler ta figure. Et la plupart des pratiquants commencent par choisir un exercice sans avoir fait cette étape. Dans la méthode, donc, on commence par chercher le problème auquel cet exercice devra répondre. Pour cela, il va te falloir une vidéo exploitable. On ne regarde pas uniquement le résultat final. On cherche le point de départ et le premier point de rupture éventuel. Imaginons un front lever, tu viens te placer en position, et puis ton bassin descend, tes bras se plient, tes genoux se plient, et tu perds la figure. Si tu observes uniquement la dernière image, tu peux conclure que tout va mal, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui s'est dégradé en premier, l'effort qui a été utilisé, est-ce que l'entrée était efficace, est-ce que les épaules étaient bien en dépression, est-ce que les abdos étaient suffisamment bien engagés, est-ce que les bras étaient suffisamment tendus. Tu n'as pas simplement choisi une progression trop difficile, où tu ne pouvais pas produire une répétition exploitable. Est-ce que tu possèdes suffisamment de force, mais pas encore la coordination nécessaire? On observe les activations, l'alignement, le maintien, la capacité à produire de la force, maintenir le mouvement, etc. Le facteur limitant principal peut relever de la technique, de la force spécifique, de la force générale, peut-être même de la mobilité, ou simplement la gestion de l'effort. Pour le muscle-up, ne pas tirer assez haut peut venir du départ, de la trajectoire, de la force ou de l'explosivité. Le symptôme est identique, mais la cause et la solution sont différentes. Un diagnostic peut donc être complété par quelques tests adaptés, peut-être pas uniquement la figure finale, mais par exemple des régressions vers celle-ci, pull-up for muscle-up, traction muscle-up, un 5RM en traction lestée, ou d'autres drills. Pour le handstand par exemple, des drills d'activation au mur, un alignement au sol, des tests d'équilibre. Donc on ne va pas programmer une figure à partir de son nom, on va la programmer à partir de ce qui se passe en vidéo sur le terrain. Lors de ta prochaine séance, filme ta meilleure tentative, arrête la vidéo au moment où apparaît peut-être la première dégradation et demande-toi ce qui s'est dégradé. Est-ce que je suis rentré correctement? Quelles activations ont manqué? Est-ce que j'ai fait une erreur technique? Ou est-ce que la progression n'était pas simplement trop difficile? Identifier ton facteur limitant ne signifie pas consacrer tout ton entraînement à ce seul point. C'est pour cela que la deuxième étape repose sur 2 axes complémentaires. Et parfois, le facteur limitant ne vient pas forcément de ce qu'on voit, mais d'une étape d'avant. 2 axes. Le premier axe développe le contrôle et la force spécifique. Il contient la pratique de la figure ou d'une progression réellement adaptée à ton niveau.
Tu vas y travailler l'entrée, les activations, le temps de maintien, si possible dans la meilleure spécificité possible. Le second axe, construit ta force générale et tes capacités physiques. Il peut inclure donc les tractions, des dips, des développés militaires, etc., ainsi que des renforts utiles à la tâche. Le premier transforme tes capacités en performance spécifiques, le second augmente les capacités que tu peux mobiliser. Si tu ne fais que la figure, tu peux devenir plus efficace sans avoir le meilleur potentiel physique. Parce que oui, la figure peut aussi développer ton physique forcément. Si tu ne fais que du lesté, tu peux augmenter ton potentiel, mais sans apprendre à l'exprimer dans ta figure. Pour un front lever, le premier axe pourrait contenir une progression propre, bien maîtrisée, ou un travail dynamique comme une presse. Le second pourrait conserver une traction lestée et ensuite rajouter un renforcement utile au mouvement comme des élévations pour le deltoïde postérieur ou le triceps long ou même des abdos. La question n'est pas la traction lestée est-elle bonne pour le front lever. La bonne question, dans mon profil actuel, à quel besoin répond-elle et quelle place mérite-t-elle par rapport au reste? Au départ, Sadik réalisait une dizaine de tractions et possédait un muscle-up très imparfait. Il pensait que la planche était probablement impossible pour lui et craignait de se blesser. Après 1 an et demi, il a obtenu une front lever press, une straddle planche, le handstand, la handstand push-up négative et 2 muscle-up avec 10 kg, un muscle-up à 15 kg, une traction à 55, un dips à 80 kg et un squat à 140 kg. Ces figures n'ont pas progressé malgré le travail de force, elles ont progressé avec lui parce que les deux axes faisaient partie du même plan. Étape 3, le plan répond à 4 questions. Quels exercices vas-tu réaliser? Dans quel ordre? Dans quelle dose? Et comment vas-tu les faire progresser? La première règle consiste à sélectionner peu d'exercices, mais à donner un rôle précis à chacun. 2 exercices développent exactement la même qualité, tu n'as peut-être pas besoin de conserver les 2. Si un exercice populaire ne répond à aucune faiblesse identifiée, il ne mérite pas automatiquement sa place. Dans la majorité des cas, le travail demandant le plus de coordination et de fraîcheur vient en premier, donc ça va être forcément la figure, la technique et la priorité. Puis le travail spécifique, puis le mouvement principal de force et enfin le renfort. Cet ordre doit refléter la priorité, pas l'habitude. Il faut ensuite définir la dose. Pour définir cette dose, on peut regarder 2 variables principales, le volume et l'intensité, la charge d'entraînement. Le volume correspond à la quantité de travail réalisée. Pour simplifier, on peut notamment le suivre avec le nombre de séries réalisées chaque semaine. L'intensité correspond à la difficulté de ce travail. La progression utilisée, la charge soulevée, le nombre de répétitions, la durée, le niveau d'effort. Le but n'est pas de rechercher le volume ou l'intensité les plus élevés possible. Le but est de trouver la combinaison qui produit suffisamment de stimulus sans forcément dégrader ton exécution ni dépasser ta capacité de récupération. Combien de séries réellement utiles peux-tu effectuer tout en conservant une exécution suffisamment qualitative? Quelle progression peux-tu contrôler? À quel niveau d'effort dois-tu travailler? Et surtout, quelle quantité peux-tu récupérer avant la séance suivante? Le but n'est pas d'être détruit à la fin de chaque séance. Le but est de produire un stimulus suffisant puis de pouvoir le répéter et de le faire progresser. Le niveau d'effort dépend du travail. Sur une figure, on peut par exemple travailler avec des maintiens courts ou des séries de quelques répétitions, tout en conservant suffisamment de marge pour produire une forme exploitable, et peut-être même augmenter le nombre d'expositions au mouvement en augmentant le nombre de séries. Sur un mouvement de force, on peut utiliser des séries relativement courtes avec une charge mesurable et progressive. Et sur un renforcement musculaire, on peut simplement se rapprocher de l'échec parce que la rentabilité sera plus pertinente et l'exigence coordinative sera moins importante. Cela signifie que le même RPE n'a pas exactement les mêmes conséquences partout. Un RPE 9 sur une élévation frontale n'a pas le même coût qu'un RPE 9 sur une tentative de planche. C'est aussi pour cela que je polarise souvent les séances, surtout chez des athlètes un peu plus avancés qui sont capables de générer plus de force. Une séance intense utile sur une progression plus difficile, une charge plus élevée ou des efforts plus courts. Une séance de volume utilise une variation légèrement plus accessible afin d'accumuler davantage de travail, peut-être plus de séries et parfois plus de temps de maintien, ça dépend un peu. Et une séance technique te permet de pratiquer avec peu de fatigue. Tu n'as pas obligatoirement besoin de cette format, mais cette répartition illustre une idée importante. Tu ne cherches pas à battre ton record à chaque séance. Chaque séance produit un stress différent, mais toutes servent le même objectif. Imaginons maintenant un pratiquant qui vise le front lever et la HSPU sur 3 séances par semaine. Lors de la première séance, son front lever est travaillé avec une intensité un peu plus importante, donc avec une progression plus difficile qui sera tenue quelques secondes. Il va poursuivre avec une régression de la HSPU et une traction lestée en série de 5 pour peut-être accumuler un peu plus de répétitions sur cette séance-là en traction. Lors de la deuxième séance, le front lever sera peut-être par exemple technique avec une presse qui sera plutôt facile, par exemple en advanced tuck, sur laquelle il va garder pas mal de marge, peut-être un RPE 4-5.
La HSPU sera travaillée au mur et le mouvement de force principal deviendra peut-être le dips lesté. Et lors de la troisième séance, il va peut-être essayer d'accumuler un peu plus de volume sur une progression de front lever un peu plus accessible, dans laquelle il va pouvoir réaliser aussi plus de séries de temps de maintien. Il va peut-être là justement essayer de pousser un peu sur l'intensité sur la HSPU avec des tentatives et une traction lestée peut-être plus lourde sur des séries de 3 par exemple. Les exercices restent complémentaires, mais le stress change selon la séance. Intensité, technique, volume, c'est cette répartition qui permet de pratiquer plusieurs fois par semaine sans transformer chaque séance en un test maximal. Programmer la semaine, planifier le cycle. La programmation construit ta semaine, la planification organise sa progression dans le temps. Tu peux commencer ton cycle avec une marge importante, puis augmenter progressivement une variable, la charge, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de maintien. En avançant dans le cycle, le RPE, la fatigue augmente en général. Tu réévalues ensuite tes performances pour décider si tu conserves la structure, si tu changes de progression ou si tu modifies la priorité du cycle suivant, donc en général 4 à 6 semaines après. La progression peut donc prendre plusieurs formes, améliorer la qualité d'exécution, maintenir la position plus longtemps, ajouter une répétition, ajouter une série, augmenter la charge ou accéder à une progression plus difficile. Mais essaye de ne pas tout modifier simultanément. Si tu changes l'exercice, le nombre de séries, le temps de maintien et la fréquence au même moment, tu ne sais pas ce qui explique ton évolution. C'est également la raison pour laquelle il faut traquer ces séances. Pas pour transformer ton entraînement en tableau Excel géant, mais pour prendre des décisions à partir de faits. Ta durée de maintien progresse-t-elle réellement? Ton RPE reste-t-il stable? Ta forme s'améliore-t-elle? As-tu effectué les séances prévues? La première semaine ne doit pas prouver que ton programme est difficile. Elle doit justement laisser suffisamment de marge pour qu'il puisse progresser. Si tu ne sais pas expliquer pourquoi précisément un exercice se trouve dans ton programme, il occupe probablement la place peut-être d'un exercice plus utile ou une place en trop. Et si à ce stade, tu comprends la logique mais que tu n'arrives pas à identifier le premier point de rupture ou à choisir l'exercice correspondant, tu peux m'envoyer le mot figure sur Instagram, tu m'envoies ta situation et une vidéo de ta tentative. Si tu en as une, je regarderai ce qui semble te limiter et je te dirai quelle direction me paraît la plus cohérente. Mais avant cela, il reste un problème très courant. Tu peux avoir le bon diagnostic et les bons exercices, puis demander à trop d'objectifs de progresser simultanément. L'ordre des figures. Tu peux vouloir réussir le muscle-up, le handstand, le front lever, la planche, le drapeau et la HSPU. Il n'y a rien de mauvais à avoir plusieurs objectifs. Mais tu ne peux pas demander à 6 ou 8 objectifs de progresser à 100%, comme s'ils étaient tous prioritaires. La polyvalence n'est pas la même. Le problème, c'est parfois l'absence de hiérarchie. Dans la méthode, on attribue 3 statuts. L'objectif primaire qui doit essayer de progresser clairement de cycle en cycle et qui va recevoir davantage de fraîcheur, de volume, de fréquence. L'objectif secondaire qui va pouvoir progresser peut-être un peu plus lentement ou être entretenu, ou des objectifs qu'on ne va pas encore spécialement travailler, qui vont avoir peut-être un transfert indirect des figures qu'on est en train de travailler maintenant. Une fois cette priorité choisie, on va distinguer 2 types d'objectifs. Un objectif de résultat qui va décrire la performance que tu veux atteindre, comme on disait plutôt un front lever de 10 secondes, il va nous donner une direction, mais tu ne contrôles jamais totalement la date à laquelle ton corps l'atteindra. Ton objectif de processus décrit les actions que tu peux réellement contrôler. Effectuer 3 séances par semaine, filmer une tentative, respecter le RPE prévu, noter tes performances, dormir suffisamment avant la séance prioritaire. Le résultat te dit où tu veux aller, le processus te dit ce que tu dois répéter pour augmenter tes chances d'y arriver. Si tu regardes uniquement le résultat, chaque séance en nouveau record peut te sembler difficile. Si tu suis également le processus, tu peux vérifier que tu construis réellement les conditions de ta progression. L'ordre dépend de tes préférences, de ton niveau, de transfert entre les mouvements, ton temps, ta récupération, ton passif sportif, coût technique, articulaire de chaque figure. Il n'existe pas un ordre universel. Certaines personnes préfèrent une route linéaire et valident une figure après l'autre, step by step, et d'autres veulent une route polyvalente avec plusieurs qualités, mais une priorité claire. Des synergies peuvent aider. Front lever, traction lestée, muscle up. HSPU, planche. Quelle figure veux-tu vraiment faire progresser maintenant? Laquelle peux-tu en retenir? Et laquelle pourrais-tu attendre? Faire attendre un objectif n'est pas renoncer. C'est lui éviter de recevoir éternellement 20% de ton attention. Tu peux travailler plusieurs figures, mais tu ne peux pas demander à toutes tes figures d'être prioritaires. Le calibrage. Un programme n'est jamais une vérité définitive. C'est une hypothèse construite à partir des informations disponibles. Tu observes une performance, tu identifies un besoin, tu choisis une intervention, puis tu vérifies comment ton corps y répond, comment ton corps s'adapte. Chaque semaine, on observe la qualité d'exécution, le RPE réel, les performances, la régularité, la motivation en fonction des contraintes professionnelles, etc. Une mauvaise journée ne constitue pas forcément une tendance, mais si plusieurs signaux se répètent, ajuste le plan, peut-être le nombre de séries, l'intensité, la progression, placement de séance, fusion de 2 séances si tu as un imprévu, remplacement d'une séance intense par un travail technique ou un maintien plus long, faire un grise de groupe, etc. Planifier reste nécessaire, mais tu ne dois pas devenir prisonnier de ta planification. C'est particulièrement important pour le pratiquant adulte qui possède un travail et une famille,
Après 35 ou 40 ans, le problème le plus courant n'est pas seulement l'âge, c'est l'accumulation des contraintes. Tu ne dors pas comme un professionnel, ton travail peut être exigeant et tu ne peux pas déplacer toute ta vie pour protéger ta meilleure séance. La solution consiste à calibrer le plan sur les ressources dont tu disposes réellement. On cherche à contrôler le sommeil autant que possible, l'alimentation, l'organisation, la communication, la charge totale et la façon dont tu réagis lorsqu'une semaine ne se déroule pas comme prévu. Manquer une séance ne détruit pas un cycle, mais vouloir systématiquement la récupérer en doublant la séance suivante peut commencer à le faire. Les programmes que Jason avait essayés étaient trop difficiles dès la première semaine. Il devait immédiatement forcer pour terminer les séances. Il ne possédait donc aucune marge de progression et accumulait simplement de la fatigue avant même de pouvoir régénérer des adaptations. Une fois qu'on a travaillé ensemble, nous avons calibré le programme sur son niveau de départ, nous l'avons ajusté en fonction de ses réponses et de sa progression réelle. Ce changement paraît moins spectaculaire qu'un nouvel exercice. Pourtant, c'est souvent ce qui sépare un programme abandonné après quelques semaines d'un système que tu peux faire progresser pendant plusieurs mois. Valentin ne réalisait même pas 5 tractions avec 10 kg de lest. Il aurait donc dû attendre d'atteindre un niveau de force arbitraire avant de commencer sérieusement le front lever? Non, nous avons fait l'inverse. Nous sommes partis de son niveau réel, avec des progressions qu'il pouvait exécuter proprement, et une dose sur laquelle il pouvait récupérer. En moins de 6 mois, Valentin a débloqué son front lever. Ce résultat ne prouve pas que la force ne compte pas. Il montre qu'il n'existe pas un niveau universel à atteindre avant de commencer une figure. La force peut se construire en même temps que la coordination et la force spécifique, à condition que le plan soit calibré sur ton point de départ. Le premier programme n'est pas celui qu'un athlète parfait pourrait suivre, c'est celui que tu peux exécuter, récupérer et faire progresser dans ta propre vie. Voici une synthèse de la méthode. Elle va reposer sur 2 piliers. La structure organise ta progression, l'hybridation construit simultanément la figure, la force et les qualités complémentaires nécessaires. Ces 2 piliers sont appliqués à travers 5 étapes. Premièrement, la lecture. Tu définis la performance recherchée, tu filmes ta tentative et tu identifies le premier élément qui se dégrade. Deuxièmement, les 2 axes. Tu développes le contrôle et la force spécifique tout en construisant ton potentiel général. Troisièmement, le plan. Tu sélectionnes les exercices, définis leur ordre, leur dose et leur progression. Quatrièmement, l'ordre des figures. Tu hiérarchises tes objectifs, tu fixes un résultat observable et les actions de processus qui en dépendent. Et cinquièmement, le calibrage. Tu ajustes le plan aux réponses de ton corps et à ta vraie vie. Ces étapes ne forment pas un escalier que tu monterais en une seule fois, elles forment une boucle. Tu lis ta performance, construis les 2 axes, les organises dans un plan, hiérarchises tes objectifs, calibres selon ta réponse, puis ta nouvelle performance produit de nouvelles informations. C'est cela, la méthode force et contrôle. Pas une progression universelle, pas un exercice magique, pas l'obligation de choisir entre figure et lesté, un diagnostic sur ta propre performance suivi d'un plan structuré qui construit ta force spécifique et générale calibrée sur ta vie réelle. Application immédiate, si tu veux appliquer cette méthode dès ta prochaine séance, choisis une figure prioritaire, formule un objectif de résultat observable, définis 2 ou 3 objectifs de processus que tu peux contrôler chaque semaine, filme ta meilleure tentative sous un angle exploitable, identifie tes activations et faiblesses, choisis ensuite une progression de figure adaptée, ajoute un mouvement de force, développement les prime movers pour le mouvement, ajoute un renforcement ciblé, définis une dose sur laquelle tu peux récupérer, conserve assez de stabilité pendant 4 semaines, donc compare tes vidéos et tes performances. Tu n'auras peut-être pas immédiatement le programme parfait, mais tu auras déjà quitté la logique du hasard. Et c'est souvent cette première décision qui relance la progression. Donc si tu t'entraînes depuis plusieurs mois ou plusieurs années sans réussir les figures que tu vises, ne conclus pas immédiatement que tu manques de talent, de temps ou de génétique, ni que tu es trop âgé. Tu ne manques peut-être même pas de force, il est possible que ton entraînement ne transforme simplement pas des capacités en une performance spécifique. La force construit ton potentiel, le contrôle te permet de l'utiliser. La structure organise ta progression et l'hybridation fait monter les qualités ensemble. À partir de maintenant, tu as 2 options. La première, c'est d'appliquer seul les 5 étapes, filmer tes exécutions, identifier tes lacunes, construire les 2 axes, organiser ton plan, hiérarchiser tes figures, puis calibrer le tout pendant plusieurs semaines. Et la deuxième, c'est de voir concrètement ce que cette méthode peut produire lorsqu'elle est individualisée et ajustée sur la durée. Pour cela, je te recommande de regarder maintenant l'interview complète de Jason. Il avait déjà essayé plusieurs programmes, mais ils étaient trop difficiles dès la première semaine et ne tenaient pas compte de son véritable niveau. Dans cette interview, il t'explique lui-même ce qui bloquait sa progression, ce que nous avons changé et comment son entraînement a évolué pendant 8 mois. La grande miniature qui apparaît juste à gauche te conduit directement à son témoignage. Clique dessus maintenant et écoute surtout la façon dont il décrit son entraînement avant et après l'accompagnement. Tu vas voir que son résultat ne vient pas d'un exercice secret, il vient d'un programme enfin construit et calibré sur la manière dont lui progressait réellement. Clique donc sur la grande miniature et on se retrouve directement dans son interview.